Dynamique des fluides, deuxième partie. On va voir dans cette partie-là l'écoulement des fluides dans les tuyaux. Et la première chose dont on veut parler, c'est que l'écoulement peut se faire de deux façons. Il peut se faire de façon laminaire, c'est ce qui est illustré dans les figures qui sont ici. Là. On voit les flèches qui représentent la vitesse du fluide à différents endroits. On appelle ça un champ vectoriel en passant. C'est un objet mathématique où on a des vecteurs, grandeur et orientation, représentés par les petites flèches à chaque point de l'espace dans le tuyau. Et puis, on peut voir là, qu'il y a certaines flèches qui sont plus longues que d'autres, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'il y a des couches de fluide, des lames de fluide qui s'écoulent les unes par-dessus les autres, et ces couches de fluide-là vont glisser les unes sur les autres, de telle sorte que la couche qui est proche du bord du tuyau va presque pas bouger. Elle va avoir une vitesse relativement faible, et les couches qui sont au centre vont bouger plus vite. On a le même principe là, avec une aile d'avion ici et puis un étranglement dans un tuyau. Là où on veut en venir, là, c'est que l'écoulement du fluide dans les tuyaux va pas nécessairement de soi, et il y a différentes façons pour le fluide, que ce soit un liquide ou un gaz, de s'écouler. Premièrement, vous devez faire la différence entre les deux types de régimes. En fait, il y a un régime entre les deux. Là. Un régime, c'est pas un truc pour perdre du poids. Là. C'est un mode d'écoulement, un type d'écoulement du fluide. Le premier type d'écoulement du fluide dans un tuyau, c'est l'écoulement en régime laminaire. L'écoulement en régime laminaire, c'est lorsque les vitesses sont relativement lentes. À ce moment-là, on va dire que la vitesse d'écoulement dans le tuyau est à peu près constante. Ça va pas contredire ce que je viens de vous dire. Là, sur le bord du tuyau, les vitesses vont être relativement petites, et au centre du tuyau, les vitesses sont relativement grandes. Maintenant, la vitesse ne change pas avec le temps. C'est ce qu'on veut dire par constante, c'est que la vitesse va être la même sur le bord du tuyau tout le temps, et la vitesse au centre du tuyau va être la même aussi. Généralement, on va travailler avec une vitesse moyenne là, qui fait la moyenne de toutes les vitesses sur les bords, au milieu, dans le centre du tuyau, et on va dire que notre vitesse d'écoulement, c'est celle-là. Ce qui est important, c'est qu'elle change pas au fur et à mesure que le temps passe et qu'on se déplace là, à gauche ou à droite dans le tuyau. On va dire que c'est un écoulement qui est linéaire, et comme je vous l'ai expliqué, ce sont des lames de fluide qui coulent les unes par-dessus les autres. Dépendamment de la forme du tuyau, ces lames-là vont avoir différentes géométries, cylindriques, ça peut être des plans aussi, d'autres choses. Et ce qui est important pour nous, là, c'est qu'on peut utiliser l'équation de Bernoulli lorsqu'on est en régime laminaire. Donc, le régime laminaire, c'est un écoulement qui est relativement facile à traiter. On peut utiliser nos bonnes vieilles équations avec Bernoulli, Torricelli et compagnie, et les choses vont bien. Le problème, c'est lorsqu'on pousse la vitesse ou la pression ou toutes ces réponses un peu trop loin, là, on va se ramasser en régime turbulent, et ça peut aller assez vite que ça passe du laminaire au turbulent. Là, vous allez vous en rendre compte au laboratoire. Quand les vitesses sont rapides, il y a une faute à chaotique, en passant, ça s'écrit pas comme ça, là. Les vitesses chaotiques, là, c'est pas chaotique comme dans le sens du chaos de l'enfer de Satan après la 4e guerre mondiale, là. C'est chaotique, là, comme la science de la dynamique non linéaire et du chaos. Il va y avoir des vortex, des espèces de tourbillons là-dedans, là, qui vont s'enrouler autour des bords du tuyau, puis un peu partout. Je suis de les dessiner un peu tout croche ici, là. Ça se dessine pas tant parce que c'est justement imprévisible, non linéaire. Il y a une science qui s'intéresse à ça, et puis on a des équations là, pour la dynamique non linéaire. Maintenant, nous, on touche pas à ça, et on considère que c'est simplement un type d'écoulement en tourbillon, et on peut pas utiliser nos équations, en tout cas pas l'équation de Bernoulli, pour décrire ce qui se passe dedans, parce que le fluide va frotter tellement fort avec le bord du tuyau à cause des tourbillons, il va frotter tellement fort avec lui-même que les forces de friction qui sont en jeu sont dramatiquement plus importantes que tout le reste de la physique. Donc, c'est ça qui prend le dessus, et ça nous empêche là, de traiter la pression, la vitesse, le débit de la même façon qu'on le fait d'habitude. Normalement, là...
le débit va être conservé, là, mais on peut pas utiliser nos équations comme celle de Bernoulli pour décrire la pression. Là, on en a des tourbillons ici. Là, c'est des images qui sont pas belles. Là. Si vous voulez chercher sur Google, vous allez trouver des images pas mal plus belles que ça, avec des couleurs, puis tout. Vous pouvez faire ça. Ce que je vous montre ici, puis on le voit mal, là, c'est qu'il y a une espèce de clou. Là. Il y a un obstacle vertical qui est planté en plein milieu là, d'un écoulement laminaire. Vous voyez, là, on a coloré, en déposant un genre de colorant dans le fluide, là, certaines lignes du fluide, et on a pu réaliser une photo comme ça, où est-ce que l'obstacle qui est là va perturber l'écoulement laminaire et puis former des tourbillons. Donc, on va avoir une partie qui est en régime turbulent, là où les vitesses sont un peu tout croche, difficiles à prévoir. Et puis, il y a une partie qui n'a pas été perturbée, elle, là, qui n'a pas eu de changement de pression, pas de changement de vitesse, rien, où ça s'écoule de façon laminaire. On retrouve ces phénomènes-là dans la nature, entre autres dans les phénomènes atmosphériques. Vous allez avoir des obstacles, là, comme par exemple, ce sera pas un clou là, plantant en plein milieu, là, mais une montagne. Vous pouvez avoir des montagnes qui sont très hautes et qui vont venir perturber la dynamique des fluides dans l'atmosphère et puis qui vont former des tourbillons dans les nuages, dans les courants d'air chaud, d'air froid qui s'écoulent normalement de façon presque laminaire dans l'atmosphère terrestre. Nous, on s'intéresse pas à l'atmosphère, on s'intéresse à l'écoulement visqueux ou pas. Je vais vous expliquer comment ça marche dans un instant, dans nos tuyaux de forme cylindrique ou rectangulaire. Vous voulez entendre parler de la viscosité parce que c'est ça qui va venir caractériser l'écoulement des couches de fluide les unes par rapport aux autres. Tu sais, quand une couche de fluide en régime laminaire coule sur la couche de fluide qui est en dessous, ben il y a un frottement entre les deux couches de fluide. Et ça va dépendre de la viscosité du fluide en question. Vous avez déjà deviné que les gaz sont des fluides relativement lisses et doux et vont bien couler les uns sur les autres. Par contre, les liquides vont avoir une viscosité qui est plus grande, particulièrement des liquides visqueux comme de la mélasse là, ou des trucs comme ça, de l'huile par exemple, là, ça coule mal. Par contre, de l'alcool, c'est un liquide qui est très fluide, là, qui est très lisse et soyeux et il va couler sur lui-même de façon facile et il va pas frotter trop avec la paroi du tuyau non plus. La viscosité, on l'appelle eta, c'est une lettre grecque qui ressemble étrangement à N. Vous l'utilisez pour le rendement de temps en temps aussi. Ça mesure la friction, je vous l'ai dit, et on peut dire rapidement comme ça là, que la viscosité d'un fluide est inversement proportionnelle à la température. Ça veut dire qu'à haute température, on va avoir une petite viscosité et qu'à basse température, lorsque le fluide est plus épais, on va avoir une plus grande viscosité. On a un tableau que je vais faire un scan, là, je vais vous l'envoyer, ce tableau-là, et il va être disponible à l'examen. Vous en avez besoin pour faire les exercices où on donne la viscosité de plusieurs fluides. Et puis, on vous met la température à laquelle cette viscosité-là a été mesurée. On va faire les exercices et puis l'examen avec les fluides à ces températures-là, mais sachez qu'il existe des fonctions assez compliquées qui vous donnent la viscosité précise d'un fluide en fonction de sa température précise. Donc, on n'est pas obligé là, de travailler avec de l'acétone à 20 degrés. Là. Il existe des équations qui nous donnent la viscosité de l'acétone à 28,3 degrés Celsius exactement. Maintenant, c'est des équations compliquées, il y a des intégrales définies dedans, et pour nos besoins, honnêtement, on peut travailler avec ces valeurs constantes-là et approximer que l'acétone, autour de 20 degrés, a à peu près cette viscosité-là de 0,00032. Rapidement, là, on peut voir l'eau à 100 degrés Celsius qui a une viscosité relativement faible avec 3 zéros en avant. Après la virgule, pardon. Si vous regardez l'eau à 20 degrés Celsius, regardez, oh, là, il y a juste 2 zéros après la virgule, là, avant qu'on tombe sur le chiffre. Donc, on voit que la température fait une différence. Vous pouvez regarder les autres. Là. Il y en a des le fun puis des moins le fun. Le sang à 37 degrés Celsius, la température du corps, viscosité 0,00208. Vous avez alcool éthylique qui a une viscosité relativement faible, la glycérine qui a une viscosité très grande pour un liquide, là, c'est quelque chose qui est visqueux. Pétrole aussi 0,66 quand c'est épais.
Les gaz avec des viscosités relativement faibles. On retrouve encore notre vapeur d'eau cette fois-ci, même température que l'eau liquide, mais version vaporisée. On voit qu'il y a une différence énorme dans la viscosité là, de la vapeur d'eau qui vient avec 1, 2, 3, 4, c'est bien ça? Oui, 4 zéros après la virgule avant le premier chiffre significatif. Donc, on a un ordre de grandeur au moins entre les deux. Différence importante lorsqu'il y a un changement d'état. Vous avez d'autres gaz. On va travailler avec l'air généralement parce que c'est de l'air qu'on va transporter dans les conduits d'aération et c'est ça qui va nous intéresser. Les unités, ce sont les unités SI là, avec des newtons secondes par mètre carré, température en degrés Celsius, 100% standard. Il existe une deuxième façon d'exprimer la même viscosité. Les fluides n'ont pas deux viscosités différentes, mais on peut les exprimer de deux façons différentes. La viscosité cinétique, elle est différente de la viscosité dynamique que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, fait que là, pour mettre les choses bien claires, bougez pas que je retrouve mon tableau. Ben, ça y est, il est parti. Il s'est sauvé. Ah, le voilà. Ça, c'est la viscosité dynamique. On va l'écrire, là. Ça vaut la peine. Avec état, son symbole. Là, il existe la viscosité cinétique, qu'on appelle nu. C'est une lettre grecque qui ressemble étrangement à un V, mais c'est pas un V. Ces unités, mètres carrés par seconde, ce sont pas les mêmes que les newtons secondes par mètre carré. Si t'en connais une, tu connais l'autre, là. Regarde, je te donne l'équation un peu plus bas. Pour calculer la viscosité cinétique nue, tu prends la viscosité dynamique état, puis tu divises par la masse volumique du fluide. C'est nono comme ça, là. C'est à une division près la même chose. La masse volumique d'un fluide, c'est une propriété caractéristique. La viscosité d'un fluide, c'est une propriété caractéristique aussi. Donc, vous allez avoir là toujours une qui est reliée à l'autre. Si tu connais une, tu connais l'autre. Là, la viscosité cinétique, des fois, souvent, trop souvent, c'est pas exprimé dans les bonnes unités. Ils vont l'exprimer en Stokes. Un Stokes, c'est un ST. C'est égal à 10 exposant moins 4 mètres carrés par seconde. Donc, c'est comme s'il y avait 4 ordres de grandeur de différence entre le Stokes et puis le bonne unité SI qu'on doit utiliser dans les formules, mais c'est plus pratique d'utiliser les Stokes. Fait que souvent, ils vont, dans les exercices, vous donner ça et ça fait partie de votre job d'être capable de convertir un en l'autre et vice-versa. Faut introduire maintenant ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Pour caractériser l'écoulement laminaire ou turbulent, on utilise ce qu'on appelle la variable RE. RE, c'est pas deux variables différentes, là, c'est RE toutes ensemble dans un pain. Et puis, on a des nombres de Reynolds qui peuvent varier de 0 jusqu'à beaucoup trop grand. Il n'y a pas de limite supérieure au nombre de Reynolds, mais à un moment donné, ça devient la foire, là, et puis il n'y a plus rien de plaisant dans notre écoulement dans le tuyau. Généralement, là, ce qui est accepté dans la littérature, c'est que pour des nombres de Reynolds de 0 à 2000, on dit qu'on a un écoulement qui est laminaire. Pour des nombres de Reynolds au-dessus de 4000, on s'entend pour dire qu'il y a un écoulement turbulent, rugueux, mais turbulent. Et puis, entre 2000 et 4000, là, la littérature est pas unanime, mais il y a ce qu'on appelle une espèce de zone de transition qu'on va appeler turbulent lisse, où les choses commencent à aller mal, et puis que les vitesses commencent à être chaotiques, imprévisibles, et puis que les choses vont pas aussi bien que laminaire, mais pas aussi mal que turbulent. J'ai vérifié, j'ai même fait valider avec Jean Ruel, le spécialiste de l'univers, et Jean dit que ça a du bon sens, et puis moi aussi je dis ça, et puis la littérature dit à peu près ça. Pour calculer le nombre de Reynolds, qui définit blablabla, l'équation est en bas, là. Je vous amène aux choses qui comptent vraiment pour vous le plus rapidement possible. Le nombre de Reynolds, tu calcules ça avec l'équation qui est là. C'est la feuille de formule, t'as pas besoin de la savoir par cœur, c'est la masse volumique, ρ, en kilogrammes par mètre cube, multiplié par la vitesse de ton fluide, la vitesse moyenne de ton fluide dans le tuyau, en mètres par seconde, multiplié par le diamètre D majuscule de ton tuyau, en mètres, et divisé par état, la viscosité dynamique avec les bonnes unités, newton seconde par mètre carré, et puis
bingo, tu as le nombre de Reynolds. Ça, c'est l'étape 0. La première affaire que tu fais quand tu regardes un problème de fluide, tu checkes ton tuyau, tu prends le diamètre, tu calcules ta vitesse avec l'équation de continuité ou whatever quoi si on te le donne pas. Tu vas chercher dans le tableau la viscosité et la masse volumique de ton fluide, puis tu pitonnes le nombre de Reynolds. Et là, tu vérifies si tu es en régime laminaire, en régime turbulent lisse ou en régime turbulent rugueux. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à faire des calculs pour aller chercher la quantité d'énergie qu'on va perdre pendant le transport du fluide dans ton tuyau. Pour un petit tuyau, ça change pas grand-chose, là. Tu prends mon boyau d'arrosage dehors, 3/4 de pouce, il y a de l'eau qui coule là-dedans, ben relax. Écoute, ça dérange pas, ça dérange un peu parce que l'eau c'est visqueux, puis mon tuyau il y a 50 pieds là, quand même. Mais c'est pas quelque chose qui est dramatique ou scandaleux. Par contre, si tu as un oléoduc ou un gazoduc qui transporte du gaz pendant des kilomètres et des kilomètres ou du pétrole visqueux pendant des kilomètres et des kilomètres, à un moment donné, ce fluide-là visqueux va frotter avec lui-même, va frotter avec les parois du tuyau et il va falloir que tu calcules la quantité d'énergie nécessaire pour vaincre cette friction-là qui va nécessiter une pompe plus forte, un moteur qui va être capable de pousser le fluide et de vaincre les forces de friction pour que le fluide avance, là, qu'il ne fasse pas juste frotter avec lui-même. Pour faire ça, on calcule ce qu'on appelle le facteur de friction lambda. Il y a 3 façons de calculer le facteur de friction lambda qui dépendent du régime laminaire, turbulent lisse, transition, ou turbulent rugueux dans lequel vous vous trouvez. Sur la feuille de formule, vous avez un petit tableau et vous devez choisir, compte tenu du nombre de Reynolds que vous avez calculé, la bonne formule. Soit lambda est égal à 64 divisé par le nombre de Reynolds que vous avez calculé pour le régime laminaire, soit lambda est égal à 0,316 fois le nombre de Reynolds calculé, exposant moins un quart, demande-moi pas d'où ça vient, pour des nombres de Reynolds en 2000 et 4000, ou si jamais on est en turbulent rugueux, à ce moment-là, c'est les forces de friction avec la paroi du tuyau qui vont prendre le dessus sur tout le reste. Le fluide va tellement frotter fort avec la paroi du tuyau qu'il faut utiliser un facteur de friction lambda qui est égal à 0,79 racine de epsilon sur D, où est-ce que D, c'est le diamètre du tuyau, et epsilon sur D, là, c'est ce qu'on appelle la rugosité relative qui se calcule à partir des tableaux. Mais attends, je vais te montrer les epsilon d'où ils viennent. OK, c'est bon. J'en ai ici. Là. C'est avec des graphiques comme ça. Tu t'en vas là, chercher ton type, par exemple, pour de l'acier commercial. Regarde, ton tuyau est en acier commercial, donc ton epsilon sur D ou ton epsilon tout court va dépendre de la nature des parois intérieures du tuyau. Et puis là tu t'en vas ici chercher ton diamètre. Regarde, il est en pouces, puis en bas, il est en mètres. Fait que, mettons, tu as un diamètre, toi, de 1 pouce ici. Tu montes pour ton acier commercial, tu t'en vas là, et ça fait quelque chose comme à peu près 5 fois 10 à la moins 5 pour le ratio epsilon sur D, déjà tout calculé, tout prêt. Fait que là, tu t'en viens dans ton équation lambda et tu remplaces epsilon sur D par le ratio qui est indiqué ici. Et puis, t'es supposé être tranquille. Comme c'est un ratio, t'as pas besoin de t'inquiéter des unités. Le calcul est déjà fait pour toi et les choses vont bien. J'ai un autre diagramme là où est-ce que en bas à gauche, on vous donne les valeurs epsilon en millimètres cette fois-ci pour différents types de tuyaux. Là. Par exemple, là, vous avez des tuyaux pour les tuyaux de mains là, pour l'eau là, qui sont enfouis dans le sol en dessous des routes et qui transportent de l'eau. On vous donne les valeurs de epsilon. Là, il faut calculer le ratio par vous-même. Là. Epsilon divisé par D n'est pas déjà calculé. C'est pas grave. Vous allez mettre votre diamètre avec les mêmes unités millimètres que epsilon qui est ici, et vous allez entrer epsilon et D dans l'équation pour calculer lambda. Une fois que vous avez le facteur de friction, on est rendu à la dernière étape et il faut entrer ça dans l'équation qui donne la perte de pression ou le head loss en anglais. Ça nous dit combien de pression, d'énergie on va perdre lors du transport du fluide à cause de la friction, seulement à cause de la friction visqueuse. L'équation est simple, delta P
la perte de pression en pascal est égale à ρ, la masse volumique, fois lambda, le facteur de friction qu'on a calculé précédemment, multiplié par la vitesse au carré de votre fluide, multiplié par la longueur totale de votre tuyau. Pour un oléoduc, ça peut être plusieurs milliers de mètres, c'est normal, divisé par 2 fois le diamètre. J'ai défini là, toutes les variables en bas avec les unités de mesure comme il faut, et je fais un schéma bidon parce que on sait ce qui se passe là. Il y a P1 d'un côté, la pression au début, et il y a P2 à la fin qui est probablement beaucoup plus petite que P1 parce qu'on a perdu de la pression en se déplaçant du point 1 vers le point 2, et on va dire que delta P, c'est P2 moins P1 ou P1 moins P2 en valeur absolue, peu importe, c'est la quantité de pascal qu'on perd. Généralement, il va falloir contrebalancer cette perte de pression-là avec une pompe ou un moteur plus puissant que ce qu'on avait prévu pour conserver la pression voulue au bout, et puis que le client, ou en tout cas la machine qui reçoit le fluide, reçoive la bonne pression, la bonne vitesse. Sinon, notre fluide, il se rendra pas. Oui, il se rendra pas avec la bonne pression, il y aura pas la bonne vitesse à la sortie, on va avoir des problèmes, ou simplement, ça avancera pas. Là. Notre pompe va pas fournir l'énergie nécessaire pour faire avancer le fluide, en plus de vaincre la friction visqueuse. Là, écoutez, des exemples, j'en ai. Des exercices, on en a. Maintenant, je vais couper... je prends quand même le temps, là, vous pouvez peser sur pause et puis regarder ça. Là. Je prends quand même le temps de vous montrer un type d'exemple, un genre d'exemple typique. Là. On pourrait... J'ai mis une tête de mort, là, mais c'est juste pour me faire rire, parce que je dis que c'est l'exemple de la mort, parce qu'il y a beaucoup de choses. Là. On va avoir des problèmes de ce genre-là là, avec P1... 1000 kilopascals d'un côté, puis je vais vous demander de trouver la pression 2 à l'autre bout du tuyau. On va vous donner le type, la nature du tuyau, à ce qui est forgé, le diamètre, 2 pouces dans ce cas-ci. On va vous donner la nature du fluide. Regarde, là, c'est de l'essence à 21 degrés Celsius. Je te donne la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, déjà calculée. Je te dis que notre client impose une vitesse de 50 cm par seconde dans le tuyau. Avec ça, tu peux calculer le débit avec l'équation de continuité. On a une longueur d'1 kilomètre, mais on a un dénivelé de 420 mètres. Ça veut dire qu'il va falloir prendre l'équation de Bernoulli en plus de tout ça pour calculer le changement de pression dû à la hauteur du tuyau, qui est pas la même au début puis à la fin. Tu peux attendre tout ça ensemble, et on va le faire. Là, c'est des problèmes qui sont relativement longs. On te demande de trouver à quelle pression ça va sortir au bout, compte tenu des pertes par viscosité et compte tenu du changement de hauteur, équation de Bernoulli, équation de continuité et tout le tralala. Allez, j'arrête ici et je vais, dans les prochains jours, là, placer des exemples de tuyaux avec des systèmes fluidiques plus ou moins compliqués, et on en fait au laboratoire aussi. Allez, bye, prochaine.